Bienvenue à tous. Oui, parfois je me demande si ma vie recommence, ou alors c'est l'Afrique qui change. Quand les armes se vendent et les capitaux augmentent, un soldat tirera, 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 et la bien âme tombera. Bonsoir, Émeric Noupa. Bonsoir à Bangé Michou, à Bertrand Kamsou, à Justin Zézé, à Karine Adepi, à Olivier Titi, à Mouna Assi. Bonsoir à Bonaventure Fongue Chongo, à Marie-Hélène Chomeni, à Hervé Aubian, à Baleine Blanche, à Aline Moté. Bonsoir à tous. À Mbangala Kimbo, à Véronique Tindo. Bienvenue. Bienvenue à tous. À cette conférence, je vous souhaite à tous la bienvenue. Mouna Assi, Émile Kaz, Mick Ngega, à Françoise Ngalé. Thank you very much. You are welcome to this conference about the 7 evil things in Cameroon. À Chamberlain Nana Happy, à Véronique Tindo, à Camto Ernest, à la comtesse de Monte Cristo, et mes hommages à l'immense chansonnier Marcelin Autou du Cameroun, Alain Alfred Moutapam, le poète, Maria Newbel, Rovis Noubissier, Edwige, Gogé Kana, Emmanuel et Civic Pessou, Blaise Kumvolo, Hugues Pascal, Zéphirin Wachou, Nathalie et Soukan. Bienvenue. Bienvenue à cette conférence. Bienvenue au samedi du professeur Franklin Yamsiwa Cameroun. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre désormais traditionnelle du samedi soir. Comme je vous l'ai dit, avec les encouragements des citoyens de tous les pays d'Afrique qui participent à nos vidéoconférences à partir de l'Afrique, à partir de la diaspora africaine, d'Europe, d'Amérique et d'Asie, nous nous efforcerons de tenir tous les samedis un rendez-vous de partage, de discussion avec chacune d'entre vous autour d'une grande question africaine de notre temps ou d'une actualité mordante de notre semaine politique ou de notre temps politique. Vous êtes à présent pratiquement 500 personnes connectées pour la vidéoconférence que j'ai annoncée et je souhaite d'ores et déjà à tous les téléspectateurs de la GCTV, la télévision Génération, encadrée notamment par mon frère et ami, l'écrivain Patrice Ngana, qui diffuse en direct cette vidéoconférence. Je leur souhaite la bienvenue, tout comme je souhaite la bienvenue à tous les habitués. Vous êtes à présent en réalité des milliers à travers le monde, bientôt des centaines de milliers, peut-être bientôt des millions, qui diffusez ces moments de partage d'idées, ces moments de communication politique, de communication culturelle, ces moments de réflexion, qui sont ma manière de participer à la nécessaire révolution citoyenne, démocratique, éthique, spirituelle de notre continent. L'objet de notre entretien ce jour est clairement circonscrit. Je voudrais vous parler des 7 fléaux du peuple camerounais
Et peut-être que vous y reconnaîtrez des fléaux qu'on peut étendre à l'ensemble des peuples africains. Je n'ai pas, par hasard, commencé la présente vidéoconférence par ce beau texte musical du grand auteur-compositeur Marcellin Autou du Cameroun, qui a la particularité d'avoir cette parole puissante et prophétique qui annonce depuis des dizaines d'années eh bien, le vœu, le souhait le plus profond de tous les Africains, pas seulement ceux du Cameroun, mais ceux de tous les autres pays d'Afrique, de voir apparaître des civilisations vivantes, des civilisations de la dignité, des civilisations positives, des civilisations capables de retenir les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards d'Afrique, d'abord sur le sol africain, où ils pourraient vivre des vies dignes, leur permettant de visiter le reste du monde comme des touristes de la connaissance, comme des touristes de l'économie, comme des touristes du savoir, et non plus simplement comme des rescapés de la mort, des rescapés de la détresse, des rescapés du malheur. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence que j'essaierai de tenir dans 1 heure en raison d'un grand événement dont je vous ai entretenu et qui relève bien sûr de mon existence personnelle, à savoir le bonheur que j'ai eu d'accueillir cette semaine ma 2e fille en ce monde. La petite Emma va très bien et je voudrais remercier tous les amis, internautes, d'ici et d'ailleurs, qui, à l'occasion de la naissance de cet enfant, m'ont adressé pour sa mère, pour elle-même, pour notre famille, pour nous-mêmes, les meilleurs souhaits, les plus chaleureuses félicitations et les mots d'amitié auxquels je ne peux répondre individuellement, tellement ces mots sont profonds et en réalité mériteraient davantage de temps qu'une simple intervention médiatique. Je voudrais dire à toutes celles, à tous ceux d'entre vous qui nous ont félicités à cette occasion, mes profonds remerciements. Mes profonds remerciements pour cet événement personnel qui renvoie bien au fondement de nos vies. Nos vies n'ont aucun sens si nous ne pouvons pas transmettre la vie à d'autres êtres humains qui vivront dans ce monde quand nous n'y serons plus. Nos vies n'ont aucun sens si nous ne sommes pas capables de faire que le monde dans lequel vivront nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants soit bien meilleur que le monde que nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres. Finalement, pour ceux qui, comme moi, ont une foi profonde en l'existence d'un être créateur, eh bien, nous ne pouvons pas vivre cette vie sans transmettre un peu du don que nous avons reçu du Créateur, en étant nous-mêmes créateurs de meilleures conditions de vie pour ceux qui viendront après nous. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les mots d'amitié, de fraternité, de chaleur, d'affection que vous nous avez réservés à cette occasion. Et vous comprendrez que ce soir, je me prédispose davantage à être un papa pouponneur près de la petite Emma qu'à rester aussi longtemps que je l'aurais souhaité pour creuser les thèmes qui nous rassemblent. Mais rassurez-vous, je suis à la disposition de nos luttes citoyennes et je contribuerai à les animer, je contribuerai modestement à les éclairer de mes lumières avec le soutien et la compréhension de chacune et de chacun d'entre vous. Chers amis, vous êtes à présent pratiquement 700 personnes connectées. Je n'ai pas pu saluer individuellement chacun d'entre vous, mais vous savez que chacune et chacun d'entre vous compte infiniment dans cette révolution de la communication politique à laquelle nous participons ensemble. Et vous savez très bien qu'un direct Facebook portant notamment sur le fonctionnement d'une dictature africaine ne tient debout que si vous produisez régulièrement des émoticônes et si, d'autre part, bien sûr, par vos commentaires, par vos questions, par vos observations, vous nourrissez le débat. Eh bien, ce soir, à l'ordre du jour, les 7 fléaux du peuple camerounais et par extension peut-être des peuples africains et comment les vaincre. Tel est le thème de notre conversation. Eh bien, vous aurez bien sûr raison de me demander, mais de quels 7 fléaux parlez-vous, professeur? De quels 7 fléaux parlez-vous? Et pourquoi d'ailleurs n'y en aurait-il que 7? Je me suis efforcé de chercher les fléaux les plus importants observables dans la société camerounaise contemporaine. Et il me semble que même si on pouvait en trouver 1000, même si on pouvait en trouver 10 000, il sera très difficile à qui que ce soit
d'en trouver un qui ne soit pas l'un des 7 sur lesquels je voudrais vous entretenir ce soir. Quels sont les 7 fléaux de notre société que j'ai choisi d'analyser et pour lesquels je pense qu'il y a des possibilités de solutions afin d'en sortir? Pour moi, ce sont la peur, objet de ma conférence en partie de la semaine passée, avec la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, vous vous en souvenez. Deuxième fléau, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais je vous les cite dans l'ordre que j'ai choisi. La misère qui s'explique, on le verra, par de nombreux facteurs, mais qui doit être vaincue dès lors qu'on a compris comment elle fonctionne chez nous. Troisième fléau camerounais, la corruption. Un fléau dont on doit comprendre les fondements, les mécanismes et aussi penser le dépassement, autrement que par, en réalité, les solutions qui sont comme des pansements sur des jambes de bois, eh bien, auxquelles nous avons été habitués par les régimes Ahidjo Biya depuis les années 60. Le quatrième fléau dont nous parlerons ce soir, c'est ce que j'appelle les voies d'échappement par lesquelles la société camerounaise se fuit elle-même. Voies d'échappement par lesquelles la société camerounaise refuse de se regarder elle-même dans le miroir. Il me semble que ce sont le sexe, eh bien, la drogue et l'alcool. Le sexe, la drogue et l'alcool, peut-être qu'on pourrait même dire le sexe, la drogue et la bière. Eh bien, il y a, à mon avis, un cinquième fléau, tout aussi important comme les autres et qui est en réseau avec les autres, c'est la violence banalisée, la banalisation de la violence. Ce que la philosophe germano-américaine Hannah Arendt aurait pu appeler la banalité du mal. Le fait que le mal ne nous fait plus mal. Le fait que le mal est devenu normal. Le fait que la norme est devenue le mal et que le bien est devenu la marge. C'est pour moi un cinquième fléau sur lequel il faudra revenir. Le sixième fléau dont j'aimerais bien sûr parler, c'est l'obscurantisme. On peut encore appeler ça l'ignorance cultivée, l'ignorance organisée. L'ignorance comme stratégie du rapport à l'histoire, à la mémoire, comme stratégie du rapport à la connaissance, comme stratégie du rapport au monde. L'ignorance comme refuge de la violence. Parce que quand je ne sais pas, et quand je fais tout pour ne rien savoir, eh bien je peux faire n'importe quoi, parce que je suis supposé ne pas savoir les conséquences de ce que je fais. L'obscurantisme, dont on va voir qu'il a des aspects religieux, il a des aspects intellectuels, il a des aspects politiques, économiques et culturels. Et enfin, la septième plaie qui menace le Cameroun de disparition parmi les nations de ce monde, et même qui menace le Cameroun de ne jamais devenir authentiquement une nation, c'est bien sûr le tribalisme. Ce sera la septième des plaies du Cameroun dont je parlerai dans la présente conférence. Chers amis, si ce programme, l'analyse des 7 plaies que j'ai identifiées vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à bien vouloir partager la présente conférence. Je vous invite d'ores et déjà à bien vouloir considérer que cette conférence est dédiée à penser, non pas seulement penser au sens de réfléchir, mais penser au sens de mettre un pansement, soigner ce qui constitue les racines du mal-être camerounais. Et il me semble, par expérience, parce que je connais une trentaine de pays africains, que ce mal-être camerounais a quelque chose de véritablement africain. Il a quelque chose d'international. Il est quelque chose de continental. Il a quelque chose d'épocal. Il a quelque chose d'enraciné dans la nature même de notre époque. Et donc, dans l'exposé que je vais vous en donner, je vais brièvement décrire en quoi consiste la plaie et à chaque fois, je m'efforcerai d'indiquer ce qui me paraît être la solution pour en sortir. Car, comme je vous l'ai dit, je ne fais pas partie de ces intellectuels africains qui sont spécialistes de la critique et qui, en termes de propositions, d'axes de sortie, eh bien, sont bien souvent aux abonnés absents. Dans le cas du Cameroun, il me semble qu'il faut penser le problème et dès lors qu'on a bien pensé le problème, on peut bien penser la solution. C'est dans cette dialectique du problème bien pensé et de la solution bien identifiée qu'il me semble qu'on peut trouver une voie de salut vers l'avenir. Ce programme étant énoncé, je mettrai à votre disposition, sur la page de cette conférence, un lien GoFund, lancé par Génération CTV, dirigé par mon ami et frère, l'écrivain Alain Patrice Ngana. Je mettrai un lien de contribution bénévole pour les prisonniers de la dictature camerounaise.
le président élu, le professeur Maurice Kamto, aujourd'hui dans les géoles de celui dont j'ai démontré la semaine passée qu'il est désormais le prisonnier du prisonnier. Je mettrai à votre disposition un lien pour que, où que ce soit dans le monde, chacun d'entre vous, en toute transparence, apporte au président élu de la République du Cameroun, aujourd'hui dans les fers pour notre liberté, et auprès de 200 de nos compatriotes qui au Cameroun croupissent aujourd'hui en prison, avec bien sûr autour du président Maurice Kamto, je pense au conseiller Christian Ekoka Penda, je pense au conseiller Albert Nzonga qui nous a délivré cette semaine un message formidable de courage, je pense à Maître Michel Ndoki, je pense au grand artiste Valsero, je pense à tous ces grands noms de la résistance camerounaise de l'intérieur qui aujourd'hui croupissent dans les cellules de ceux qui seront les futurs prisonniers de la démocratie et de l'état de droit au Cameroun. Dans le cadre de la dialectique du maître et de l'esclave dont je vous ai parlé la semaine passée. Je ne vais pas refaire la conférence de la semaine passée, mais je voudrais inviter tous ceux qui participent pour la première fois à cette conférence de s'intéresser à toutes nos conférences précédentes dans lesquelles nous avons traité des thèmes qui seront sous-entendus dans tout ce que nous dirons maintenant et demain, maintenant et dans l'avenir. Je mettrai donc à votre disposition un lien GoFund. Ce lien GoFund vous permet de donner, dans toute la mesure de vos possibilités, votre contribution au soutien à ceux d'entre nous qui aujourd'hui, pour notre liberté, sont dans les géoles du Cameroun. Je voudrais mettre ce lien d'ores et déjà à votre disposition. Le principe du GoFund, qui est donc organisé notamment donc par l'écrivain Alain Patrice Ngana, est un principe de transparence exemplaire. Le GoFund fonctionne sur le principe selon lequel toutes les contributions qui vont être mises à disposition des prisonniers politiques camerounais, ces contributions sont directement acheminées à la direction de l'opposition camerounaise présente sur le terrain à travers le trésorier du MRC, le parti du président démocratiquement élu de la République du Cameroun dans les conditions du 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto. Tous ces fonds sont traçables et vous saurez au franc CFA près, à l'euro près, au dollar près, combien vous avez au total contribué et ceux qui reçoivent les fonds, c'est-à-dire la direction de l'opposition camerounaise, représentée par le trésorier du MRC, rendront en retour compte au peuple camerounais en résistance de l'usage qui a été fait pour les prisonniers politiques actuellement au Cameroun de cette contribution. Je soutiens cette contribution et j'y apporte moi-même absolument, bien sûr, ma profonde contribution. Donc voilà les conditions de départ. Permettez-moi de copier et de coller dès maintenant sur les commentaires de la présente conférence ce lien qui nous permet en réalité d'articuler ce que j'appelle une action théorique avec une action concrète selon le principe même de liberté que nous avons décidé de pratiquer, l'articulation de la théorie et de la praxis. Vous donnez 1 euro, vous donnez 1000 francs CFA, vous donnez 500 francs CFA, vous donnez 50 euros, 50 dollars, vous donnez 100 dollars, selon vos moyens, vous êtes sûr que compte vous sera rendu de l'usage qui en est fait et vous êtes sûr que cet argent est acheminé directement vers le soutien aux prisonniers politiques du Cameroun. Voilà pour les détails un peu administratifs de cette conférence. Et si vous en partagez, bien sûr, l'esprit et le contenu, à savoir l'examen des 7 fléaux que j'ai énoncés, la peur, la misère, la corruption, les voies d'échappement, la violence banalisée, l'obscurantisme, ou si vous voulez l'ignorance, et enfin le tribalisme, si vous partagez ce programme, eh bien, d'ores et déjà, vous êtes 1000 personnes connectées et nous devons pouvoir avoir 1000 partages. Car il faut bien savoir pourquoi on vit et pourquoi on meurt. Il faut bien savoir, dans cette Afrique, pourquoi un soldat peut ou doit tirer et pourquoi il ne peut pas et ne doit pas tirer. Il nous faut prendre conscience qu'il va falloir affronter le destin national de chacun de nos peuples, en particulier ici, le destin national du peuple camerounais, pour changer de direction à la trajectoire historique de cette nation. Vous êtes les bienvenus, chers amis, et je vous remercie de votre confiance. Premier point, j'ai dit que
l'un des plus grands fléaux qui frappe aujourd'hui le Cameroun, c'est la peur. Pourquoi le peuple camerounais a-t-il peur? Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est la crainte d'un grand malheur qui envahit l'esprit d'un individu ou d'une collectivité parce que cet individu ou cette collectivité se sent menacé par un danger de nature à atteindre même sa vie. Donc la peur, c'est la peur d'être tué, d'être détruit définitivement par l'autre, c'est la peur d'être aboli par l'autre. Donc la peur vient de la conscience de ce danger qui menace la vie. Et vous savez très bien que la peur a été administrée au peuple camerounais, je l'ai expliqué la semaine passée, en 3 grandes étapes. Il y a eu l'étape coloniale. La peur a été le fondement du régime colonial. Le régime colonial a brutalisé, ensuite il a divisé et enfin il a dominé. Mais la peur, dans le cas du Cameroun, est ce qui a été transmis comme méthode de gouvernement au régime néocolonial, au régime postcolonial. C'est la peur qui a été transmise comme méthode de gouvernement. Par qui? Par ce régime postcolonial qui a posé comme principe ceci. Puisqu'on n'ira jamais chercher la souveraineté populaire du peuple, puisqu'on n'ira jamais savoir ce que le peuple camerounais en particulier pense et comment il voudrait être dirigé, il faudra de temps en temps lui inoculer des doses homéopathiques de violence. Il faudra le brutaliser de temps en temps pour lui rappeler que ceux qui le gouvernent sont capables de le tuer. Eh bien, à la suite des colons qui vont veiller à installer à la tête du Cameroun des personnes qui ne voulaient pas l'indépendance réelle du peuple camerounais, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons donc avoir un système politique qui utilise la violence, la brutalité périodique, cyclique, ayant pour but de maintenir la population dans un état, vous l'avez bien dit, de zombification, de lobotomisation, de tremblote permanente. Pour le réduire et circonscrire ce phénomène, la peur au Cameroun vient du fait que le système politique colonial, néocolonial et postcolonial a bestialisé l'homme. C'est-à-dire que on a traité, depuis la colonisation et jusqu'à nos jours, les Camerounais comme des bêtes. Et ceux qui ont gouverné les Camerounais se sont comportés comme des bêtes sauvages dominant d'autres bêtes sauvages. Voilà pourquoi, comme je l'ai montré la semaine passée, ce n'était pas anecdotique. M. Biya n'a pas choisi par hasard de se faire présenter comme étant l'homme-lion. S'il s'est présenté comme l'homme-lion, c'est bien parce qu'il considère que les Camerounais sont des animaux de la jungle, les Camerounais sont des animaux sauvages et qu'on ne peut les diriger qu'en étant plus sauvages qu'eux. Le lion gouverne la forêt, gouverne la savane, le lion gouverne la jungle par sa brutalité supérieure. Biya se désigne comme homme-lion parce que Biya récupère du logiciel colonial le principe de violence. La violence n'est pas seulement une violence immédiate, c'est-à-dire quand quelqu'un veut manifester et revendiquer des droits. La violence est aussi une violence psychologique, c'est-à-dire qu'il faut faire croire aux gens que s'ils essayent de résister, s'ils essayent de se révolter, eh bien on va les tuer, on va les traiter comme des bêtes. Et il faut inclure ce message dans le subconscient profond du Camerounais, de telle façon que, qu'il soit éveillé ou qu'il soit en sommeil, le Camerounais soit prisonnier de la peur de mourir violemment. Mais comme je l'ai montré la semaine passée, au même moment où il est prisonnier de la peur de mourir violemment, le Camerounais meurt violemment de 1000 façons. Il meurt de misère, il meurt de paludisme, il meurt d'absence de sécurité sociale, il meurt du fait que sa retraite est escroquée, il meurt de 1000 façons très violentes pendant qu'il a peur d'affronter le régime qui organise sa mort systématique et sa mort quotidienne. Donc la peur c'est cela. La peur c'est une distribution de la terreur de mourir violemment dans une société qui meurt violemment tous les jours. Les Camerounais meurent violemment tous les jours. Ils arrivent à l'hôpital, ils ne sont pas soignés, ils en meurent. Ils meurent sur les routes mal bitumées, non bitumées, jamais bitumées. Ils meurent de la conduite anarchique qui règne dans leur ville. Ils meurent des conditions terribles qui règnent dans les routes les plus éloignées des principales capitales régionales. Eh bien, toutes ces morts brutales, les Camerounais préfèrent toutes ces morts brutales au risque d'affronter le régime qui les tue pour changer de régime et sortir du cycle généralisé des morts brutales. Vous devez comprendre cela. Les Camerounais préfèrent aujourd'hui encore mourir dans le train entre Ezeka, entre Yaoundé et Douala, mourir dans le train à Ezeka par centaines,
que d'être morts parce qu'ils se battaient pour obtenir un pays dans lequel on les respecte. Donc en réalité, les Camerounais meurent violemment parce qu'ils veulent échapper à la mort violente. Et justement parce qu'ils veulent échapper à la mort violente, celle qui vient de la résistance contre le régime violent, les Camerounais meurent plus en essayant d'éviter de mourir violemment qu'ils ne meurent en essayant d'affronter le régime violent. Il faut que vous compreniez cela. Les morts infligées au peuple camerounais par le régime colonial, le régime postcolonial, le régime néocolonial sont en quantité et en brutalité supérieures à toutes les morts subies par le peuple camerounais du fait de la domination directe. Donc en fait, la peur tue davantage au Cameroun que la lutte contre ceux qui font régner la terreur. Parce que c'est la peur qui livre les gens à la mort par les maladies, la mort par la malnutrition, la mort par la pauvreté, la mort par la division, la mort par l'abandon, la mort par l'absence de sécurité sociale, la mort par l'absence de retraite. Eh bien, c'est la peur qui livre les Camerounais à cette mort gigantesque. Vous devez le comprendre. Alors, je vous ai dit que je nommerai les plaies et en même temps j'indiquerai ce qui me paraît être des thérapies. D'abord, il faut que le peuple camerounais prenne conscience du fait qu'il meurt plus d'avoir peur de mourir que de tenter de mettre fin au pouvoir qui le tue. Je recommence. Il faut qu'on explique, avec les statistiques à l'appui, aux Camerounais, que précisément parce qu'ils ne sont pas massivement engagés dans la chute du régime qui organise leur mort collective, ils meurent collectivement plus que quand ils résistent contre ce régime. Les crimes commis par le régime de M. Biya dans le nord-ouest, dans le sud-ouest Cameroun, les crimes commis par le régime de M. Biya dans tout le territoire camerounais ne valent rien à côté des crimes indirects que ce régime a commis par les Camerounais morts sur les routes. Les Camerounais morts dans les hôpitaux sans être soignés. Les Camerounais morts sans même avoir eu la possibilité d'aller dans un hôpital. Les Camerounais morts parce que leurs retraites ont été volées. Les Camerounais morts parce que leur succès au concours a été détourné. Les Camerounais morts parce qu'ils ne peuvent pas corrompre pour avoir une place dans la fonction publique. Les Camerounais morts parce qu'ils sont exclus de la participation, effectivement, à l'investissement, à la création d'entreprises dans leur pays. Le nombre de ces Camerounais se compte en millions. Alors que le nombre des morts du Cameroun, du fait de la confrontation avec le régime, eh bien, pour le moment, il ne se compte pas encore en millions. Deuxième chose, il faut que les gens sachent très bien que on ne te gouverne par la peur que si tu n'as pas été capable de remplacer en toi-même la peur par l'amour. Je recommence. L'antidote à la peur, c'est l'amour. L'amour du prochain et l'amour de soi-même. Si tu t'aimes toi-même en tant qu'être humain, doué de liberté, doué de conscience, doué de sensibilité, tu ne peux pas accepter d'être l'esclave d'un autre être humain. Ça, c'est le premier point. Si tu t'aimes en tant qu'être humain, et c'est que si tu aimes le fait que tu aies la chance d'être un humain, tu ne peux pas vouloir qu'un autre être humain subisse la servitude et qu'il soit écrasé. Donc en fait, quelle est l'énergie qui permet de résister contre la peur en ce monde? L'énergie qui permet de résister contre la peur, c'est l'amour. Car ce n'est que par sacrifice d'amour qu'on peut résister contre la domination de la peur. Ce n'est que par sacrifice d'amour qu'on peut résister contre la domination de la peur. Tous les Camerounais de l'histoire qui ont résisté contre la domination l'ont fait par amour. Non seulement pour leur propre dignité, mais aussi pour la dignité du peuple camerounais. Remarquez bien, le professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, est aujourd'hui en prison par amour. Il n'était obligé par rien d'autre que son amour pour son pays à prendre les risques qu'il vient de prendre. Il n'est pas en prison, Christian Ekoka Penda, parce qu'il voulait se battre pour lui-même, pour sa propre gloire. Il est en prison par amour pour l'homme, pour la femme, pour l'enfant, pour le vieillard camerounais. Il n'est pas en prison Albert Nzongan pour lui-même. Il aurait pu se contenter de mener Kahin Kaha une carrière politique avantageuse sur le plan personnel. Non, ils sont tous en prison. Michel Ndoki et tous les autres. Valsero, par amour. Non seulement pour la dignité de leur personne, mais aussi pour l'humanité camerounaise. Donc, remplaçons en nous-mêmes la peur par l'amour. Quand on a de l'amour pour sa propre dignité et pour la dignité de tout autre être humain, on comprend
que lutter pour que cette dignité soit reconnue, c'est une bonne raison de vivre. C'est aussi une bonne raison de mourir. La vie et la mort n'ont pas de sens si je ne les vis pas, avec amour et par amour. Voilà la première piste que je mets à la disposition de mon peuple, le peuple camerounais, pour leur dire la dictée de la terreur qui a été incluse dans le conscient et l'inconscient des Camerounais vient du fait que du cœur des Camerounais est sortie, a été réduite et parfois détruite la source de l'amour. L'amour pour sa propre dignité et l'amour pour la dignité de l'autre. Cet amour, partout dans le monde, que ce soit en Inde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Chine ou que ce soit sur la terre, les hommes qui se sont libérés de la domination ont dû chercher en eux-mêmes les forces de l'amour pour dominer celles de la peur. C'est avec l'amour que l'on vainc la peur. De quel amour s'agit-il? J'ai défini. L'amour, c'est-à-dire le respect de notre dignité humaine. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Contrairement à ce que le prétendu homme-lion nous a dicté, l'amour pour l'autre humain, parce que si tu ne peux pas aimer un autre être humain, tu n'appartiens pas à une espèce digne, tu n'appartiens pas à l'humanité. Donc le respect de sa dignité. Ce sont ces deux respects-là qui permettent de résister à la violence, qui permettent de résister aux forces de haine. Première plaie. Je propose au peuple camerounais de s'efforcer de remplacer la présence en lui de la peur par la force de l'amour. Car l'amour est la foi qui soulève les montagnes. C'est cette force-là qui permet les sacrifices qui permettent de changer le monde. C'est avec amour que Mandela reste 27 ans en prison pour que le peuple sud-africain soit libre. C'est avec amour que Martin Luther King s'engage par la voie de la non-violence pour que les Noirs américains deviennent les égaux des Blancs américains. C'est avec amour que le Mahatma Gandhi, au cœur de l'Inde, au XXe siècle, mène le combat de l'émancipation indienne et obtient la chute de la dictature coloniale britannique. C'est avec les forces de l'amour que ceux qui, depuis la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle, se sont battus pour que l'humanité camerounaise soit respectée. Je pense au Ngouvali Kenyé, je pense à Rudolf Martin Paul Samba, je pense à Rudolf Douala Mangabel, je pense à Aidan Dembita, je pense à Ruben Omniobe, je pense à Félix Moumié, je pense à Osende Afana, je pense à Ernest Wandier. Tous ceux qui, sur le chemin de la construction de l'esprit du peuple camerounais, se sont battus, ont puisé dans les forces de l'amour. Et notre société est faible aujourd'hui parce que notre société puise davantage dans les énergies négatives de la peur que dans les énergies positives de l'amour. Deuxième fléau, chers amis. Le deuxième fléau qui travaille le peuple camerounais, à mon avis, on peut citer la misère. Bon, les gens pensent que la misère, c'est le fait de ne pas pouvoir se nourrir, c'est-à-dire ne pas pouvoir manger le matin, à midi et le soir. Non. Je voudrais vous donner une autre définition de la misère. La misère commence lorsque je crois que je ne suis pas capable de faire quelque chose pour moi-même. Je recommence. La misère, c'est la perte de la puissance d'exister, la perte du désir d'exister, qui m'amène à douter de ma propre capacité à faire quelque chose pour moi-même. Voilà le commencement de toutes les misères. Donc, la misère, c'est l'abandon de soi à la fatalité. La misère, ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir manger le matin, à midi et le soir. Ça, ce sont les conséquences de la misère. Car la véritable misère est une misère morale. La misère commence quand tu crois que ton destin, eh bien, ne t'appartient en rien. Quand tu crois que tu ne peux rien faire pour toi-même, là, tu es misérable. Tu es misérable pourquoi? Parce que tu as échoué en toi-même. Parce que tu t'es effondré en toi-même. Parce qu'en toi-même, tu es tombé dans ton propre trou. Tu es un dépressif. Tu es un dépressif parce que tu t'es déprécié. Tu t'es déprécié parce que tu ne crois plus qu'en tant qu'être humain, tu sois capable d'agir pour toi-même. Voilà pourquoi, pour vaincre la misère, qu'est-ce que je propose? Je propose que l'on refasse du travail, de l'effort, du mérite, une valeur centrale de la société camerounaise. Parce que le travail, l'effort et le mérite sont devenus des valeurs secondaires dans notre société. On sait très bien que dans les familles, ceux qui ont pris souvent le pouvoir sont d'abord ceux qui ont beaucoup d'argent. On sait très bien que dans notre société camerounaise, ceux qui ont pris le pouvoir sont toujours et souvent d'abord ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir politique,
par conséquence. On sait bien que notre société est corrompue par l'idée qu'elle pense que avoir est plus important qu'être. Paraître est plus important qu'être. Nous le savons tous. Nous connaissons tous cette situation dans nos familles où vous n'êtes respecté que tant que vous donnez de l'argent à quelqu'un. Et tant que vous donnez de l'argent à quelqu'un, cette personne parfois vous considère comme un demi-dieu. Le jour que vous cessez de donner cet argent, vous savez très bien que votre valeur aux yeux de cette personne se transforme. Et il y en a qui pensent qu'ils sont des demi-dieux dans leur famille parce qu'ils donnent de l'argent. Et qui se comportent avec les membres de leur famille comme des esclaves parce qu'ils donnent de l'argent. Donc nous sommes dans une société corrompue par l'argent. Et nous devons replacer au cœur de la société camerounaise le travail, l'effort, le mérite. Mais replacer le travail, l'effort et le mérite, c'est quoi? C'est favoriser l'entreprise, favoriser l'initiative, favoriser la création de richesses. Nous devons être à l'écoute d'un leadership national qui favorise l'esprit d'entreprise. Il n'y a rien à faire. On ne va pas s'en sortir au Cameroun en croyant que nous allons tous être des fonctionnaires, que nos enfants seront tous des fonctionnaires, que nos cousins seront tous des fonctionnaires. Nous allons nous en sortir lorsque le Cameroun va produire dans tous les domaines de l'économie nationale et internationale des grands champions. Nous allons nous en sortir lorsque le Cameroun va produire des multinationales capables de venir gagner des marchés en France, gagner des marchés aux États-Unis, gagner des marchés en Grande-Bretagne, gagner des marchés en Chine. Il nous faut penser une entreprise camerounaise conquérante, pas seulement au Cameroun, mais aussi hors du Cameroun. Et pour cela, nous devons comprendre que la première des misères est morale. C'est quand tu es défait dans ton corps, et dans ton âme, et dans ton esprit, que tu as perdu la bataille de la vie. Voilà pourquoi nous devons revoir la hiérarchie des valeurs éducatives. Alors que le Feman, le milliardaire par hasard, le milliardaire par détournement, les milliardaires administratifs sont devenus les rois de nos familles, de notre société, il faut que redeviennent rois de nos familles, de nos sociétés, ceux qui travaillent, ceux qui créent des richesses, ceux qui s'efforcent, ceux qui inventent, ceux qui imaginent. Nous devons faire un Cameroun de champions, champions de l'industrie, champions de la recherche scientifique, champions des sports, champions du domaine artistique, champions de la recherche agricole, champions en tout domaine. C'est de ce Cameroun que nous avons besoin. Et voilà pourquoi j'insiste. Voici un pays, le Cameroun, qui à 80%, pratiquement 70% au moins, tire l'essentiel de ses ressources de l'agriculture. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays qui tire pratiquement 70% de ses ressources de l'agriculture, l'agriculture ne soit pas une matière enseignée à l'école, de la première classe de l'école jusqu'à l'université? Est-ce que vous trouvez normal que nous ne soyons pas, au Cameroun, une société du savoir agricole partagé, du savoir agricole expert? C'est une question que je vous pose. L'une des réformes fondamentales que la société camerounaise mérite, c'est l'introduction de l'agriculture. L'agriculture traditionnelle, l'agriculture écologique, l'agriculture industrielle comme matière obligatoire à tous les niveaux. Car c'est bien parce que le Cameroun n'est pas autosuffisant sur le plan alimentaire, sur le plan essentiel, fondamental, qu'est celui de l'agriculture, que le Cameroun est dépendant. Nous voulons des multinationales camerounaises. Nous voulons des champions de l'économie camerounaise. Nous voulons une économie camerounaise de référence dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique continentale et dans le monde entier. Je veux, en prenant l'avion, en descendant à Dubaï, ou en descendant à Shanghai, ou en descendant à New York, croiser des multinationales camerounaises qui ont réussi et qui font travailler des Américains, comme elles font travailler des Camerounais. Je veux que s'inverse. Je veux que s'inverse la dynamique économique qui veut que l'Afrique, le Cameroun, ne soient que des accueillants de multinationales et qu'ils soient rarement, en réalité, des propulseurs de multinationales. Tout cela vient du fait que notre société a collectivement cessé de croire aux vertus, je recommence, du travail, du mérite et de l'effort. Il faut que ces vertus soient de nouveau enseignées, qu'elles soient à l'ordre du jour, de l'école maternelle à l'université, et qu'il y ait des modules spécifiques de formation, justement, à la compétitivité économique, à la compétitivité mondiale et à la compréhension des grands enjeux de la mondialisation. Pour moi, cela commencera lorsqu'on aura introduit l'agriculture
à la base de l'enseignement de tout Camerounais, de telle façon qu'il sache comment faire échapper ce pays au piège de la dépendance alimentaire, qui est le fondement de toutes les dépendances. Dès que tu attends du riz qui vient de Chine, dès que tu attends des macaronis qui viennent d'Italie, dès que tu attends des tomates qui viennent d'ailleurs, dès que tu attends telle ou telle denrée, de l'huile qui vient d'ailleurs, eh bien voilà où commence ton esclavage. Le président Thomas Sankara l'avait dit, c'est un principe d'économie que respectent toutes les grandes économies capitalistes. La plupart des économies capitalistes au monde, les plus grandes, font tout pour produire l'essentiel de ce dont elles ont besoin sur leur propre sol. Et même quand elles s'en vont produire cela hors de leur sol, elles utilisent des multinationales qui rapatrient les bénéfices. Soyons vigilants, le monde est ainsi fait que la base de toutes les autonomies est celle-là. Troisième problème, chers amis, la corruption. Qu'est-ce que c'est que la corruption? C'est le fait, au mépris des lois, d'utiliser toutes les voies de tricherie pour accéder à des biens et services auxquels on n'a pas droit. C'est ça la corruption. Au mépris des lois et des règlements, utiliser toutes les voies parallèles, tous les subterfuges dont on est capable pour accéder à des biens et des services auxquels on n'a pas droit. Mais, au fond, d'où vient la corruption au Cameroun? Mais la corruption est en rapport avec le fait qu'on a renoncé à dépasser la peur par l'amour. La corruption est en rapport au fait qu'on a renoncé à dépasser la misère par le travail, par l'effort, par le mérite. On a renoncé à ces valeurs sont devenues des valeurs dominées. Et par conséquent, la corruption, c'est comme la solution permettant, d'une certaine façon, d'obtenir ce que d'autres obtiennent par le travail. Parce que notre société collectivement s'est mise à croire qu'on peut obtenir les meilleures richesses du monde sans passer par le travail, le mérite et l'effort, eh bien notre société camerounaise a basculé dans la haute corruption. Il n'y a pas que la corruption d'en haut, celle de M. Biya et de son régime. Il y a la corruption d'en bas, celle de M. Tout-le-Monde, qui est prêt à Tchoko, à tous les carrefours pour s'en sortir. Qui est prêt à Tchoko pour qu'on arrange les diplômes, les notes de ses enfants. Qui est prêt à Tchoko pour que, bien sûr, quelqu'un ait une place dans un concours. Il y a la corruption organisée par le régime lui-même, qui, sachant qu'il n'a jamais été élu, eh bien, a besoin de recruter ses élites en faisant commettre à ces élites des péchés contre le bien commun. Je voudrais insister sur ce point. Qu'est-ce que c'est au fond que la corruption au Cameroun? La corruption, c'est l'acte de te mouiller pour que tu ne sois plus capable de te plaindre. La corruption, c'est l'acte de faire que tu trempes dans l'affaire, de telle façon que tu ne sois plus capable de critiquer. La corruption, c'est l'acte de faire que tu sois partie prenante de ce que tu condamnes tous les jours, de telle façon que par la suite, tu ne sois plus capable de le condamner. Vous comprenez? Donc la corruption, c'est une voie de facilité pour tout le monde. Le corrompu aime corrompre, parce qu'une fois qu'il a corrompu, il casse la capacité critique de l'autre. Le corrompu aime corrompre, parce qu'en corrompant, le monde lui ressemble, et le monde, quelque part, devient apaisant. Quand je suis corrompu et que je suis entouré de corrompus, tout va bien. Tout le monde est comme moi. Dans une société corrompue comme la nôtre, ceux qui ne sont pas corrompus deviennent des marginaux, des étrangers. Et ce sont eux qu'on traite de malades, n'est-ce pas? Or, en réalité, pour vaincre la corruption au Cameroun, on doit la combattre à deux niveaux. On doit à la fois la combattre en changeant le mode de fonctionnement de l'État, c'est-à-dire en s'assurant de l'indépendance de la justice. La corruption est impossible au Cameroun parce que la justice n'est pas indépendante. Depuis Amadou Ahidjo, qui avait mis en place l'IGERA, l'inspection générale de l'État, jusqu'à M. Biya, avec sa fameuse commission épervier, opération épervier, au Cameroun, la corruption a toujours été combattue par le pouvoir exécutif. Or, le problème au Cameroun, c'est que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire la présidence de la République et le gouvernement, sont les plus hauts lieux de corruption dans le pays. Donc, quand vous avez un pays dans lequel la lutte contre la corruption est totalement pilotée par le gouvernement et par la présidence de la République, cette lutte contre la corruption ne peut pas être une lutte pour mettre fin à la corruption. Ça ne peut être qu'une lutte pour utiliser la corruption comme moyen de conserver le pouvoir, de confisquer le pouvoir. Voilà pourquoi M. Biya a fait de la lutte contre la corruption un moyen de chasse aux sorcières contre ses rivaux internes et un moyen en quelque sorte de consolidation de son pouvoir. Pour que la corruption d'État cesse au Cameroun, il faudra que les trois pouvoirs de l'État soient séparés dans la future réforme de la République. La République qui vient devra entièrement veiller à l'indépendance de la justice, de telle façon que l'exécutif n'ait pas la main dessus. Mais on ne peut pas mettre fin à la corruption au Cameroun
si par l'éducation, si par les démonstrations, on ne fait pas comprendre à l'écrasante majorité de la population camerounaise qu'il lui faut prendre l'habitude de gagner sa vie par le travail, le mérite et l'effort. Gagner sa vie par le travail, le mérite et l'effort. On doit en faire un point d'éducation familiale, un point d'éducation nationale, et on doit montrer des exemples positifs de gens qui réussissent, qui deviennent riches, qui deviennent prospères en respectant les règles. On a besoin de ces exemples-là pour éduquer le peuple. Je pense donc que on peut parler maintenant de ce que j'appelle le quatrième fléau camerounais. Le quatrième fléau camerounais, c'est ce que j'ai appelé les voies d'échappement. Les Camerounais ne veulent pas affronter directement leurs problèmes. La peur, la misère, la corruption, la violence banalisée, l'obscurantisme, le tribalisme, ils ne veulent pas affronter ça directement. Or, un peuple qui ne veut pas affronter directement les choses, comme il est obligé quand même de vivre dans les choses qu'il ne veut pas affronter, ce peuple invente des fausses solutions, des solutions illusoires pour fuir la réalité. Ce peuple adopte ce qu'on peut appeler la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'il veut se voiler les yeux, il veut se cacher la face en se mentant à lui-même. N'est-ce pas? Regardons ce que ce peuple fait. Ce peuple fait désormais du sexe, de la drogue et de la bière, de l'alcool en général, eh bien, le domaine dans lequel il est libre. J'ai des comptes rendus de presse sur les événements qui se déroulent souvent les 8 mars au Cameroun. Le 8 mars, normalement, ça doit être la journée de la dignité, du rappel à la dignité de la femme. Au Cameroun, le 8 mars, comme partout dans le monde, doit être le jour où on rappelle aux hommes du Cameroun que les femmes sont leurs égales en humanité. Or, notre peuple a été capable de transformer le 8 mars en jour durant lequel on trouve le plus grand nombre de femmes ivres, et même ivres mortes, sur tout le territoire national. Ce n'est qu'un exemple. Ainsi donc, en réalité, lorsque nous avons l'occasion de réfléchir à notre destin, lorsque nous avons l'occasion de réfléchir aux maux de notre société, la société camerounaise s'est organisée pour s'abrutir, pour littéralement brouiller sa capacité de réflexion à ces occasions. C'est-à-dire que, alors que les fêtes nationales sont des moments de commémoration, qu'est-ce que c'est que la commémoration? C'est la réflexion sur le passé pour mieux comprendre le présent et en même temps se projeter dans l'avenir. C'est ça une commémoration. Les fêtes nationales ne sont pas des orgies. Les fêtes nationales ne doivent pas être des beuveries. Mais les fêtes nationales doivent être des moments de rémémoration dans la sobriété, dans la profondeur, dans la gravité. Des sacrifices accomplis par les hommes du passé pour que le pays existe, des sacrifices accomplis par les hommes d'aujourd'hui pour que le pays persiste, et des sacrifices à accomplir dans l'avenir pour que le pays soit encore. Voilà ce à quoi doivent servir des fêtes nationales. Mais de quoi a-t-on fait? Les fêtes nationales sont devenues au Cameroun l'occasion, en réalité, d'oublier la nation. Les fêtes nationales sont devenues l'occasion de détruire la mémoire de la nation. Les fêtes nationales sont devenues l'occasion de s'auto-détruire. Ainsi, le jour des fêtes nationales, la nation est ivre. Le jour des fêtes nationales, la nation est complètement à côté de la plaque. Elle a perdu la mémoire de son histoire. Et voilà comment cette nation est manipulable. Le sexe. On voit très bien que la sexualité, qui est pourtant l'une des plus belles expériences que l'être humain puisse connaître sur la terre, la sexualité s'est dépravée au Cameroun. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'est dépravée? Mais parce que la peur, la misère, la corruption ont fait des êtres humains des marchandises. Dès lors que les êtres humains sont des marchandises et que le corps est une chose comme les autres, mais la sexualité n'est rien d'autre en réalité que l'exploitation de la marchandise. Ou alors, tout simplement, l'exposition de la marchandise ou le partage de la marchandise. À la base, la sexualité devrait être le moment où un être humain, un homme, une femme, vivent ensemble de manière harmonieuse, dans l'estime et le respect mutuel, le plaisir de la chair. La sexualité devrait être cela. Mais la sexualité, dans le contexte camerounais, est devenue une manière de fuir la réalité, de fuir la vie, de fuir les responsabilités. Une manière de ne pas s'assumer. Alors que la sexualité devrait être l'expérience par laquelle un homme, une femme, se donnent mutuellement la preuve de leur estime et de leur amour et de leur respect mutuel.
La drogue et l'alcool prospèrent parce que le peuple camerounais a peur d'affronter sa réalité. La drogue et l'alcool sont comme l'opium du peuple dont parlait Marx en parlant de la religion. Elles sont une manière pour le peuple camerounais de tenter de fuir sa réalité, mais cette réalité, il la retrouve toujours lorsqu'il a la gueule de bois et que l'effet de la drogue ou de l'alcool, de la bière, l'effet du sexe de la veille, eh bien, s'estompe. La réalité est toujours là. En réalité, une société qui fuit sa responsabilité par le sexe, par la drogue ou par l'alcool, c'est une société suicidaire. Les gens ne se rendent pas compte que le surnombre de bars, le surnombre d'ampoules rouges, donc le surnombre de lieux dans lesquels la sexualité se vit de manière complètement dépravée sur le territoire national est l'indice d'une société suicidaire. Une société qui vit le sexe, la drogue et l'alcool comme ses manières d'affronter la réalité est une société qui se tue à petit feu. Si l'espérance de vie au Cameroun est aujourd'hui à largement moins de 60 ans, c'est bien parce que nous nous auto-détruisons au Cameroun par un mode de vie qui est contraire à la vie. Un mode de vie qui célèbre la mort. Ce mode de vie est celui d'une sexualité complètement débridée. Ce mode de vie est celui d'un abus de l'alcool. Ce mode de vie est celui de l'utilisation de plus en plus abusive des substituts qui créent une euphorie, une joie artificielle et superficielle. Et dans ce monde où le sexe n'est plus le partage entre deux personnes mûres, le partage de la beauté du corps, de l'érotisme du corps, de la poésie du corps, dans un tel monde où les drogues qui devraient servir comme médicaments, je vous rappelle qu'une drogue c'est un pharmacone à la base, c'est un médicament, dans ce contexte où l'alcool, qui devrait à la limite être un élément de convivialité, de partage, de vie commune, et non pas un mode d'être, eh bien sont devenus rois, la perte du sens de la réalité au Cameroun est devenue abyssale. Dans les bars, dans les lieux de dépravation, le peuple se tue, le peuple se massacre. Et c'est ce peuple-là qui est disponible pour la violence. Je voudrais donc dire qu'il nous faudrait replacer la sexualité dans une éducation à la dignité du corps. Il nous faudrait replacer la sexualité au Cameroun dans une logique de la jouissance assumée. Je suis contre ceux qui diabolisent la sexualité. Parce qu'au Cameroun, il y a deux positions qui sont mauvaises. Soit la position du sexe libéré, et c'est une position, je l'ai montré, suicidaire pour le pays, pour la nation. Ou la position du sexe interdit. Ça aussi, c'est une position dangereuse parce qu'elle favorise les violations. Il faudrait plutôt former des générations qui pratiquent le sexe responsable. Le sexe n'est pas le mal, c'est la manière de vivre sa sexualité qui peut être bonne ou mauvaise. Il faut initier les jeunes générations de Camerounais à aimer le corps, leur propre corps, à respecter leur propre corps, à aimer le corps des personnes qu'ils aiment, qu'elles aiment, et à le respecter, et à ne partager leur corps qu'avec des personnes avec lesquelles ils sont en symbiose. Elles sont en parfaite osmose, dans un partage d'humanité qui transforme en même temps que le plaisir et le désir montent. J'insiste là-dessus. Le Cameroun a un problème sexuel. Et les problèmes sexuels sont souvent des problèmes suicidaires. Car un peuple qui ne vit pas correctement sa sexualité est un peuple qui utilise les forces de vie pour sa propre mort. C'est un peuple qui a retourné Eros en Thanatos, le principe d'amour et de vie en principe de mort et de haine. De la même façon, une éducation à la convivialité du vin, de l'alcool, une rééducation à la place de l'alcool dans une gastronomie équilibrée, elle doit être donnée à partir de l'école primaire, à partir du collège, à partir du lycée. On doit apprendre aux gens que le vin, la bière ne sont pas l'essence et le but du repas. Ce sont des agréments dont il faut faire un usage raisonnable. Quoique, bien sûr, tous les êtres humains passent parfois par des expériences négatives qui servent alors à ce moment-là de leçons. Il nous faut transmettre une culture de la mesure, de la modération, de la maîtrise de soi comme condition de respectabilité de l'humanité camerounaise. Il faudrait presque écrire une philosophie de la bière, de la drogue et du sexe au Cameroun pour que nous comprenions que notre peuple a un problème à cet endroit, un grave problème sexuel, un grave problème de mesure dans le rapport aux jouissances des drogues et dans le rapport notamment aux jouissances de cette drogue puissante qu'est l'alcool et notamment la bière. Malheureusement, ce que nous pouvons constater, c'est que tant que
l'alcool, la drogue et le sexe dominent les préoccupations des Camerounais, leur liberté, la lutte contre la corruption, contre la misère et contre la peur qui les domine est secondaire. Le cinquième point que je voudrais analyser aujourd'hui, chers amis, c'est la banalisation de la violence. La violence banalisée. La violence est banalisée pourquoi? Mais parce que nous sommes une société dominée par la peur. La peur fait régner le fait que c'est le plus fort qui impose sa loi. Et donc nous trouvons normal que quelqu'un qui est plus fort écrase ceux qui paraissent plus faibles. Le plus fort, ça a été le colon, il a écrasé le peuple camerounais. Ça a été le néocolon Amadou Ahidjo et son régime, ils ont écrasé le peuple camerounais. C'est le néocolon Biya et son régime RDPC qui écrase le peuple camerounais. Donc le peuple camerounais a l'habitude d'être écrasé. Il a l'habitude d'être violé. C'est un peuple qui a l'habitude d'être dominé. Et donc c'est un peuple qui trouve normal que le gendarme, le policier, le fonctionnaire, le sous-préfet, le commissaire, le commandant de gendarmerie lui manque de respect. Donc en réalité, nous sommes dans un contexte où nous avons eu l'habitude d'être méprisés. Au point que les gens sont choqués quand on les respecte. Au point que les gens sont choqués quand on leur accorde de la valeur. Au point que les gens sont choqués lorsque dans un commissariat de police, un poste de gendarmerie, un bureau de poste, un bureau administratif, on leur rend service sans les mépriser, sans les écraser. Alors, nous avons là un vrai problème, c'est que nous devons collectivement refuser la violence. Collectivement refuser la violence en menant une lutte non violente, victorieuse contre le régime barbare du Cameroun. Je recommence. Nous ne pourrons sortir de la domination de la violence banalisée que si nous réussissons à renverser la violence par une lutte collective non violente. L'expérience du monde me permet de penser que si nous triomphons du régime Biya uniquement par la violence, nous risquons de ne pas être capables de fonder un Cameroun qui fasse de la violence légitime, de la violence d'État, une violence encadrée par le droit. Nous risquons de remplacer une violence par une autre violence. Le défi qui nous est lancé, c'est de réussir à nous débarrasser du régime néocolonial, issu de la dictature coloniale française et britannique au Cameroun, par une mobilisation citoyenne qui minimise les pertes en vies humaines du peuple camerounais et les dégâts pour le peuple camerounais. Et c'est là que je rappelle les principes que j'ai énoncés dans plusieurs conférences avant celle-ci. J'ai dit que nous pouvons économiser le maximum de vies humaines pour mettre fin au régime de M. Biya et à toute la tradition issue du colonialisme franco-britannique au Cameroun si nous réussissons une mobilisation en nombre capable de submerger tout l'appareil sécuritaire du régime Biya en un temps record. Je recommence. Nous pouvons donner la preuve au peuple camerounais que la non-violence peut l'emporter contre la violence si nous réussissons à mobiliser une masse démographique de nature à inonder tout le dispositif sécuritaire du régime de M. Biya au Cameroun. J'ai parlé la semaine passée du cas de l'Algérie. L'Algérie dans laquelle on voit très bien comment le dinosaure Bouteflika et même l'armée algérienne sont plus que jamais acculés par la mobilisation du peuple algérien. Si au Cameroun, le BIR, la sécurité militaire, les renseignements généraux, la garde présidentielle continuent de blesser et de tuer les manifestants, c'est parce que nous ne sommes pas parvenus à faire triompher de la peur à des millions de citoyens camerounais qui, dans une mobilisation consciente et déterminée, empêcheraient, ne serait-ce que seulement par le rapport entre le nombre de manifestants et le nombre, effectivement, de forces de l'ordre, eh bien, imposer le début de négociations pour une transition vers la République démocratique de nos espérances. Regardez bien les images algériennes. Lorsqu'un soldat, lorsqu'un char sont entourés par 1000 personnes, ils n'osent plus tirer. Nulle part au monde. Aujourd'hui, avec la médiatisation des violences, avec la médiatisation des crimes, avec la médiatisation des actes posés par les armées, police et gendarmerie, aucune armée au monde ne peut se permettre aujourd'hui d'écraser des centaines d'êtres humains dans des conditions de mobilisation exceptionnelles qui sont celles qui font que chacun sait que s'il tire, il
il ne sortira pas vivant de l'affaire. Au Cameroun, les soldats de M. Biya ne se sont jamais retrouvés sérieusement dans une situation où ils savent que tirer, c'est se suicider. Si nous voulons être libres sans faire une guerre civile au Cameroun, il nous faut être capable de lever une mobilisation qui mette les soldats, la police, la gendarmerie dans une situation dans laquelle tirer, c'est se suicider. Tirer, c'est se suicider lorsque le soldat voit qu'autour de lui, il y a un nombre de personnes telles que commencer les tirs, c'est littéralement se sacrifier. Il n'y a pas 36 000 solutions à cette affaire. La voie de la lutte non violente est la seule façon de sortir le Cameroun de la spirale de violence. Si nous ne réussissons pas cela, mes amis, je vous en conjure, le Cameroun va passer après Paul Biya, soit sous la direction d'un membre de son clan, potentiellement son propre fils, M. Frank Biya, qui va renforcer l'appareil répressif et continuer de massacrer sporadiquement les Camerounais, soit le Cameroun va basculer directement sous un officier choisi dans le sérail de M. Biya avec la caution impuissante du peuple camerounais. Nous sommes menacés. Avec le fait que M. Biya, son horloge biologique tire vers la fin, nous sommes menacés au Cameroun d'entrer très clairement dans un régime militaire direct. Nous étions dans un régime militaire indirect. Nous sommes jusqu'ici dans un régime militaire indirect. M. Biya est un peu la façade de ce régime militaire. Mais sachez que ce qui nous attend maintenant, c'est un régime militaire direct. Un régime militaire direct qui viendra du fait que nous ne nous serons pas suffisamment mobilisés pour contraindre l'appareil répressif qui tient notre peuple en otage aujourd'hui, qui braque notre peuple à se démanteler. Il faut que chaque Camerounaise et chaque Camerounais qui écoute cette conférence se convainque de ceci. La France ne libérera pas le peuple camerounais. Les États-Unis ne libéreront jamais le peuple camerounais. La Russie ne libérera pas le peuple camerounais. Pour une raison toute simple, ce n'est pas parce que les Français ne nous aimeraient pas, ou que les Russes ne nous aimeraient pas, ou que les Américains ne nous aimeraient pas. C'est parce qu'aucun peuple n'a été libéré par un autre. Dans toute l'histoire de l'humanité. Aucun peuple n'a été libéré par un autre dans toute l'histoire de l'humanité. Pour être libre, vous devez, nous devons, nous-mêmes participer à notre lutte de libération. Si nous ne participons pas à notre lutte de libération, nous serons les esclaves de ceux qui nous auront libérés, soi-disant. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas vous-même acteur de votre lutte de libération, ceux qui prétendent venir vous libérer font de vous leurs futurs esclaves. Vous passez d'un maître à un autre. Sachez donc que, tant que la lutte citoyenne du peuple camerounais n'a pas réussi à submerger, je dis bien submerger, l'appareil répressif de M. Biya, nous sommes en train d'aller vers une dictature militaire ouverte au Cameroun. Et nous n'aurons pas à nous plaindre au Cameroun si nous avons une dictature militaire ouverte. Parce que si nous avons une dictature militaire ouverte, c'est parce que c'est ce que nous aurons mérité. Étienne de la Boétie appelait ça le discours de la servitude volontaire. Un peuple méprisé, sans réagir, est un peuple méprisable. Si nous laissons M. Biya organiser sa succession en laissant un membre de son clan à la tête de l'État, si nous laissons M. Biya organiser sa succession en mettant un officier issu des corps que j'ai cités, le BIR, bataillon d'intervention rapide, la sécurité militaire, la garde présidentielle, les renseignements généraux, si nous laissons M. Biya installer un tel officier à la tête du Cameroun, nous aurons au Cameroun la dictature que nous méritons. Mais j'insiste pour dire que nous pouvons vaincre la dictature violente du Cameroun en réussissant le pari de la mobilisation en nombre et qualité contre la minorité et contre les menues forces qui, en réalité, dominent par intimidation, non pas par le contrôle réel du territoire. Ils dominent par intimidation. Regardez toutes les images. Vous verrez toujours une poignée de soldats, bien souvent appartenant à la milice tribale de M. Biya, recrutés parmi des membres de son ethnie d'origine. Vous verrez toujours que ce sont eux qui sont le fer de lance de l'agression, de la violence, de la brutalisation de notre peuple. Et vous verrez qu'au moment où ils agissent, ils ne sont pas dans une situation d'asymétrie, c'est-à-dire de déséquilibre numérique avec la population. Ils ne sont pas dans cette situation. Car quand vous avez un soldat face à 10 personnes, sachez que le soldat, il est en surnombre stratégique face à 10 personnes. Avec une arme portant 50 munitions, il est en surnombre stratégique. Mais quand un soldat
pour un soldat, il y a 100 personnes en face, le risque est tellement grand pour lui que sortir son arme, c'est littéralement se suicider. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas beaucoup de soldats de l'armée camerounaise prêts à se suicider pour Biya. Le jour où la gendarmerie du Cameroun, la police du Cameroun, la sécurité militaire, le BIR, se rendront compte qu'ils sont dans un rapport asymétrique avec le peuple du Cameroun, ils vont se déshabiller eux-mêmes. Je vous l'annonce. Vous allez voir ces gens-là se déshabiller, se déguiser en civil et fuir. Vous allez voir ces gens fraterniser avec le peuple, descendre des chars pour embrasser les Camerounais, comme si c'est eux qui avaient organisé l'insurrection des Camerounais. Vous allez les voir, uniquement parce qu'ils se seront retrouvés devant un nombre de leurs compatriotes tels que oser leur donner la mort, c'est se suicider. Je sais que le BIR, je sais que la garde présidentielle, je sais que la sécurité militaire, je sais que les renseignements généraux n'aiment pas tellement Biya qu'ils soient prêts à mourir pour lui. Le jour où ils se rendront compte que le régime Biya est en train de tomber, tous ces gens vont abandonner leur position. C'est ce qui s'est passé dans le cas de pays comme, par exemple, le Congo-Zaïre de Mobutu. Il avait une garde prétorienne encore plus étoffée et plus structurée que le bataillon d'intervention rapide de M. Biya ou que sa garde présidentielle. Ces gens-là, quand ils se sont rendus compte que les Congolais avaient décidé de se débarrasser d'eux, eh bien, ces gens-là, très clairement, ont enlevé leurs uniformes, se sont déguisés en civil et ont fui. On ne les a jamais plus revus. Donc, nous devons comprendre que pour vaincre la violence au Cameroun, nous devons faire triompher la non-violence. Mais la non-violence ne peut pas triompher sans la loi du nombre et de la qualité face à la minorité barbare qui gouverne et règne par intimidation. Je viens à l'avant-dernier point de cette conférence, à savoir l'ignorance, l'obscurantisme. Ah non, c'est une plaie terrible au Cameroun. L'obscurantisme. Qu'est-ce que c'est que l'obscurantisme? C'est la dictature des ténèbres. C'est le fait de régner sur les autres en exploitant leur ignorance ou en entretenant leur ignorance. Je reprends. L'obscurantisme, c'est l'art de gouverner sur les autres en exploitant leur ignorance ou en entretenant leur ignorance. C'est-à-dire en faisant qu'ils ne sachent pas de quoi ils remuent dans la situation, qu'ils ne comprennent pas leur pays, leur histoire, le monde tel qu'il marche. C'est cela l'obscurantisme. Alors le Cameroun, notre société est une championne en obscurantisme. L'obscurantisme au Cameroun a pris d'abord une dimension religieuse. Les religions sont devenues, à côté du sexe, de la drogue et de l'alcool, une manière pour les Camerounais de fuir la réalité. Alors que l'église est le lieu, l'église, la mosquée, doivent être des lieux où on s'en va s'imprégner de principes d'humanité, d'amour et de charité qu'on doit pratiquer dans la cité, nous observons qu'au Cameroun maintenant dominent des églises dont le but est de faire que, en réalité, on fuit la société réelle et on cesse de vivre dans la société réelle tout le temps qu'on est à l'église. Autrement dit, l'église est devenue le lieu où on pratique des principes qui sont même, en réalité, pires que ce qu'on condamne dans la société réelle. Nous voyons au Cameroun prospérer des groupes sectaires dans lesquels on prétend qu'on va libérer les Camerounais s'ils donnent beaucoup d'argent. Beaucoup de Camerounais sont tombés dans le piège selon lequel, en donnant beaucoup d'argent à un soi-disant représentant de Dieu, ils obtiendront une situation meilleure. Beaucoup de Camerounais sont tombés dans le piège selon lequel, en devenant esclaves d'un certain nombre d'hommes qui se proclament hommes de Dieu, ils auront une situation sociale meilleure. Beaucoup de Camerounais se sont mis à croire que Dieu peut leur demander de faire le mal, que Dieu peut leur demander de faire des sacrifices humains, que Dieu peut leur demander de sacrifier des membres de leur famille pour pouvoir assurer leur propre promotion. Beaucoup de Camerounais se sont mis à demander à Dieu ce que, dans toutes les religions du livre, les trois religions du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islam, on a souvent demandé au diable. Nous assistons aujourd'hui au Cameroun à la confusion entre le Dieu d'amour et le Dieu qui tue, et le Dieu qui banalise, le Dieu qui brutalise, le Dieu qui enténèbre. Nous assistons à l'effondrement de la vocation morale, sociale, charitable de la religion. Tout ceci a lieu dans un contexte où les Camerounais ont aussi détourné la signification des écoles initiatiques de l'Occident. On a transformé au Cameroun la franc-maçonnerie
en école d'initiation au grand banditisme d'État, en école d'initiation aux pratiques d'inféodation, de bestialisation et d'animalisation de l'humain. En Occident, la franc-maçonnerie a souvent joué, à des époques de l'histoire, une fonction complètement contraire. Au cœur de la Révolution française, au cœur de la Révolution américaine, au cœur de la fondation des grandes républiques occidentales et de l'affirmation de l'égalité fraternelle des droits humains. C'est à cela que cette société initiatique a servi chez les Occidentaux, la plupart du temps. Au Cameroun, on l'a transformée en société de contre-initiation. On a fait de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de toutes les écoles initiatiques de l'Occident, des écoles de recrutement de brutes, de recrutement de criminels, de recrutement de voyous, de recyclage de criminels en col blanc, de pervers, des écoles d'enténébrement. Donc, les chapelles religieuses sont devenues des chapelles d'apprentissage du crime. Et beaucoup de temples ésotériques sont devenus des lieux dans lesquels on pactise avec le contraire des principes qui élèvent les sociétés depuis la nuit des temps. Au Cameroun, il n'y a pas que les sectes et les religions qui ont intronisé les ténèbres. Dans ce jugement, je ne confonds ni toutes les sectes, ni toutes les religions. Et dans ce jugement, je ne confonds ni tous les croyants, ni tous les membres des clergés des différentes religions. Je suis là assez nuancé. Je dis que ce qui domine la religion, quel que soit le bord aujourd'hui au Cameroun, ce qui domine le milieu ésotérique, les sociétés initiatiques, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, par exemple, au Cameroun, c'est d'abord la contre-initiation. Ce sont les forces de contre-initiation, les forces d'enténébrement, les forces d'exploitation de l'énergie spirituelle des gens pour les dominer et les exploiter. Ce sont ces forces-là qui contrôlent majoritairement notre système religieux et notre système des sociétés spirituelles. C'est important de le dire pour que les gens sachent que ce n'est pas forcément le cas ailleurs et que le cas camerounais, le cas de l'Afrique en particulier, est vraiment un cas singulier. Celui de la perversion de principes qui ailleurs ont servi à l'élévation, à la lutte, à l'édification de sociétés puissantes comme l'Amérique, que je visite depuis 10 ans, et qui n'a été possible que par la puissance aussi de ces spiritualités. La France, l'Angleterre, eh bien, ces pays-là ont réussi à un moment donné de leur histoire à faire des religions et des sociétés initiatiques des forces de construction, des forces d'élévation. Chez nous, les mêmes sociétés, les mêmes religions ont été transformées pour la plupart du temps en forces conservatrices, en forces destructrices, en forces d'exploitation et en complices du régime criminel colonial, néocolonial et postcolonial. Au Cameroun règne aussi un obscurantisme intellectuel, c'est-à-dire qu'on a donné la parole à la télévision camerounaise, dans les principaux médias, dans les journaux. On a même donné la parole dans les universités à des imposteurs intellectuels, à des gens qui ne devraient pas avoir grades et qualités pour s'adresser à la jeunesse. Au Cameroun, on fait passer pour intellectuels des gens qui alignent des phrases que l'écrasante majorité des Camerounais ne comprend pas. Au Cameroun, on fait passer pour intellectuels des gens qui prétendent qu'ils ont raison en présentant la liste de leurs diplômes, le nombre de leurs diplômes. Au Cameroun, on fait passer pour intellectuels des gens qui, intellectuellement, n'ont rien produit qui soit reconnu dans la science internationale. Rien. C'est-à-dire que comment le Cameroun peut-il avoir des intellectuels qui prétendent être des intellectuels alors que les résultats de leurs travaux n'influencent même pas la science camerounaise. Les résultats de leurs travaux ne transforment même pas la société et la politique camerounaise. Les résultats de leurs travaux ne sont même pas connus des Camerounais et ils ne sont même pas connus des Africains. Ils ne sont même pas connus du monde. Quels sont ces intellectuels? Quels sont ces intellectuels de foire? Ces intellectuels de télévision qui, du point de vue de la recherche scientifique nationale, sous-régionale et continentale, ne produisent rien. Quels sont ces intellectuels? Quels sont ces gens qui, sur Canal 2, ces gens qui, sur Afrique Média, ces gens qui, sur Vision 4, sont régulièrement invités à pérorer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Alors même qu'on sait que ces gens, même parmi les étudiants
les élèves et les professeurs du Cameroun sont réputés carents de longue date. Certains d'entre eux sont nos camarades de classe. Nous les connaissons. Comment peut-on imaginer que des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des journaux entiers soient occupés par des gens qui, du point de vue de la science nationale, de la science régionale, de la science continentale et de la science internationale, sont des nullités sublimes? Le Cameroun a fabriqué l'imposture intellectuelle comme mode de vie de ce qu'on appelle soi-disant des intellectuels. La culture au Cameroun est un parent pauvre. Elle est considérée comme le folklore. Alors que la véritable culture, c'est la production des idées, la production des œuvres, permettant l'élévation collective de la société sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan même des arts, sur le plan politique, sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la vie de la cité, sur le plan architectural. C'est cela, normalement, la fonction de la culture. Ce par quoi l'homme s'élève et ce par quoi l'homme élève ses congénères. Mais le ministère de la Culture au Cameroun demeure quand même un ministère cosmétique. Allez voir le budget de la culture. Alors que la culture est ce qui fait l'humain, voyez ce qui est réservé à la culture et voyez l'usage qui en est fait. C'est effrayant. Je conclus donc ce point en disant comment on peut sortir de l'obscurantisme. Mais on peut sortir de l'obscurantisme d'abord en expliquant très clairement à tous les niveaux de notre société, notamment aux plus jeunes, à quoi sert la culture en général, à quoi sert la religion, qu'est-ce que c'est qu'être un intellectuel et à quoi servent les idées des intellectuels sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, dans des sociétés optimales. En fait, les gens ne savent pas forcément ce que c'est que la religion. Les gens ne savent même pas ce que c'est qu'une société initiatique. Les gens ne savent même pas la différence entre la croyance et la spiritualité. Souvent, les gens ne la savent pas. Les gens ne savent pas ce qu'on doit considérer comme intellectuel. Est-ce ceux qui parlent à la télévision, ceux qui parlent sur Facebook, comme je suis en train de parler, ceux qui écrivent de temps en temps dans la presse? Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? Les gens ne sont pas au clair avec ces notions. Il me semble qu'il y a un travail de pédagogie citoyenne pour aider le peuple camerounais à ne plus prendre les vessies pour des lanternes. Réexpliquer quelle est la fonction sociale positive de la religion, dans le respect de la diversité religieuse, bien sûr. Réexpliquer quelle est la vocation des sociétés initiatiques dévoyées au cœur du Cameroun et de l'Afrique centrale, ou même de l'Afrique continentale en général, comme le sont massivement la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Bien expliquer cela aux jeunes, afin qu'ils sachent à quoi ils s'engagent quand ils vont dans ces sociétés, dans les conditions qui règnent dans notre pays. Réexpliquer cela, c'est un devoir de sauvegarde et de salut national, pour que chacun ait les idées en place, et instaurer la tradition du débat critique, la tradition du partage de la connaissance. Faire du Cameroun un pays de l'économie du savoir. Faire du Cameroun un pays où la connaissance circule comme le vent, souffle comme le vent, dans toutes les directions, afin que chaque citoyen soit éclairé et que chaque citoyen soit éclairant. Mes amis, j'insiste beaucoup sur le lien entre l'ignorance, la violence, les voies d'échappement, la corruption, la misère, la peur. Vous voyez bien comment tous ces fléaux sont en rapport. Mais je voudrais finir par le dernier grand fléau que je voulais analyser ce soir, à savoir le tribalisme. Le tribalisme, c'est un mode de pensée selon lequel, pour bénéficier de ma considération, pour bénéficier de mon estime, ou même pour obtenir de la considération ou de l'estime, eh bien, je dois uniquement m'associer à ceux qui sont ressortissants de ma tribu, de mon ethnie. Le tribalisme conduit d'ailleurs beaucoup de gens à penser que la démocratie, c'est une forme d'ethnocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est un système politique où le pouvoir doit être exercé tour à tour par une ethnie. Ce que la démocratie est loin d'être. J'insiste donc pour dire que au Cameroun, le tribalisme, en réalité, a été instrumentalisé. Il y a un tribalisme qui vient de la vie communautaire de chacune des tribus, de chacun des villages, qui vient de la fierté d'appartenir à une tribu particulière, un village particulier, une langue particulière. Ce tribalisme très ancien, Lévi-Strauss, le grand anthropologue français, l'a appelé l'ethnocentrisme. Ça, on peut constater ça partout.
Les êtres humains, quand ils appartiennent à un groupe social, à une ethnie particulière, ont tendance à survaloriser ce groupe social, cette ethnie, ses coutumes, ses manières de vivre, et à considérer que ceux qui n'appartiennent pas à cette ethnie, qui n'ont pas ces coutumes et ces manières de vivre, sont des sauvages et des barbares. Il y a un très beau texte de Claude Lévi-Strauss, publié dans les années 50, une conférence donnée à l'UNESCO sur ce rapport entre la race et la culture, en tout cas dans lequel Lévi-Strauss souligne le fait que c'est une tendance universelle aux êtres humains, condamner les habitudes, les coutumes qui ne sont pas celles de leur groupe. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça le problème. Le tribalisme au Cameroun est devenu une variante de gouvernance, un moyen d'exploitation des différences culturelles, ethniques, tribales, comme facteur de domination sur le collectif national. Et j'ai expliqué dans ma conférence de la semaine passée que l'équilibre régional, la soi-disant doctrine de l'équilibre entre les ethnies au Cameroun est une escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Parce que, en réalité, le régime qui a instauré l'équilibre régional au Cameroun, le régime de M. Amadou Ahidjo, n'a pas été élu par les Camerounais. Les régimes successifs du Cameroun, donc y compris celui de M. Biya, n'ont pas été élus véritablement par les Camerounais. Donc l'équilibre régional, c'est une ruse qui avait consisté à sélectionner des cadres issus des différentes soi-disant tribus ou régions du Cameroun, à les inclure dans l'appareil d'État, dans l'élite au pouvoir, pour donner l'illusion au peuple d'être représenté par les membres de son ethnie, donner l'illusion à chaque individu d'avoir les membres de son ethnie au cœur de l'appareil du pouvoir. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, les Camerounais savent que ce n'est pas vrai. Les Camerounais savent très bien que ce n'est pas parce que il y a quelqu'un d'Undé qui est aujourd'hui président du Sénat que quelqu'un qui est ressortissant d'Undé aura ses droits en tant que citoyen camerounais reconnu au commissariat, reconnu au tribunal, reconnu au concours, reconnu dans l'entrée dans une entreprise, reconnu quand il initie par exemple une entreprise. Il n'y a aucune espèce de garantie que parce qu'il y a un membre de votre ethnie qui se trouve dans l'appareil d'État du régime néocolonial de M. Biya, il n'y a aucune espèce de certitude et de garantie que vous, les millions d'entre vous, qui seriez éventuellement membres de la même ethnie que lui, accédez à des faveurs, accédez à une condition favorable. Le mythe de l'équilibre régional garantissant l'intégration de tous et de chacun, ce mythe-là a vécu. Ce mythe s'est effondré. Les Camerounais savent tous qu'il ne suffit pas d'avoir un membre de votre ethnie à l'intérieur de l'appareil politique de M. Biya pour que les problèmes de votre région, les problèmes de votre village, les problèmes de votre famille, vos problèmes soient résolus. Donc, il s'ensuit en réalité que pour vaincre le tribalisme, nous devons changer la forme de l'État. Nous devons changer la forme de l'État en veillant à ce que le peuple camerounais ait enfin la possibilité de choisir ses représentants dans les différentes institutions du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Nous devons changer aussi la forme de l'État en allant vers, à mon avis, un nouveau fédéralisme qui permettra non seulement de retracer la carte administrative du pays en contrecarrant les spécialisations ethniques de chaque région. C'est-à-dire on doit tout faire pour que les régions politiques du Cameroun ne soient pas des régions mono-ethniques. On doit tout faire pour casser l'idée selon laquelle à une région, on doit attribuer forcément une identité ethnique. Je donne un exemple. Si j'avais à retracer la carte administrative du Cameroun dans le cadre de la République fédérale à laquelle je pense, je ferais que l'Ouest, par exemple, et le Centre soient la même région. Non, je ferais que l'Ouest et le Centre soient la même région. Je proposerais cela. Je proposerais que le Sud-Ouest et le littoral soient la même région. Je proposerais que le Nord-Ouest et l'Adamawa, s'il le faut, soient la même région. Je proposerais que le Sud et une partie de l'Est soient la même région. Je proposerais que le Nord et une partie de l'Adamawa soient la même région. Il faut casser la géopolitique ethnique qui a tracé les cartes du Cameroun. Il faut casser cette géopolitique en apprenant aux Camerounais à vivre ensemble, les uns avec les autres, par-delà leur diversité ethnique et avec leur diversité ethnique. Détribaliser le Cameroun, ça veut dire réorganiser administrativement le Cameroun de telle façon que personne ne se sente dans un bastion ethnique. Détribaliser le Cameroun,
c'est court-circuiter les stratégies par lesquelles certains Camerounais essayent de contrôler certaines régions à partir du principe de l'identité ethnique. Mais bien sûr, on ne peut pas détribaliser le Cameroun si on n'aide pas chaque Camerounaise et chaque Camerounais à avoir des droits à la santé, des droits à l'éducation, des droits à l'emploi, des droits à la formation professionnelle, qui lui permettent de ne plus dépendre du propriétaire du comptoir ethnique de son ethnie supposée. Parce que les Camerounais sont malléables au tribalisme parce que leurs droits citoyens ne sont pas garantis par la République. Si un Camerounais n'a pas besoin d'aller voir son oncle pour être soigné d'un abcès, mais s'il a droit à une couverture maladie universelle, est-ce que ce Camerounais aura besoin d'être tribaliste à cause d'une affaire de soins? Si un Camerounais n'a pas besoin du soutien de tel oncle qui est secrétaire d'État pour que son succès au concours des commissaires de police soit reconnu, est-ce que vous pensez que ce Camerounais aura besoin d'être tribaliste? Si le concours des commissaires de police est organisé de manière transparente, équitable, est-ce que j'ai besoin d'aller voir mon oncle qui serait secrétaire d'État, qui serait haut placé pour cela? En réalité, c'est parce que les Camerounais n'ont pas des droits citoyens garantis, des droits citoyens assurés par la République, que les Camerounais se replient dans les comptoirs ethniques. Pour mettre fin au tribalisme, il faut casser la carte ethno-politique du Cameroun. Il faut détourner la carte ethnopolitique du Cameroun en cassant la spécialisation régionale des ethnies. Ça, c'est un. Et j'insiste sur la deuxième solution. Nous devons veiller à ce que toute Camerounaise et tout Camerounais ait des droits qui fassent qu'il n'ait plus besoin de s'agenouiller, de s'accroupir, de se livrer à des génuflexions derrière un chef de comptoir ethnique. Est-ce que vous comprenez? Je viens là de procéder au pas de charge. En ce samedi 30 mars 2019, à l'analyse de ce que je considère comme les 7 fléaux de la société camerounaise. La peur, la misère, la corruption, les voies d'échappement que sont le sexe, la drogue, l'alcool, la violence banalisée, l'obscurantisme et le tribalisme. J'ai indiqué, sans passer par 1000 chemins, j'ai indiqué des voies qui nous permettent d'espérer et de travailler pour un Cameroun meilleur. Je voudrais conclure à présent cette conférence en vous rappelant que le président élu de la République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, et pratiquement 200, voire plus, de Camerounais, aujourd'hui prisonniers politiques du régime Biya, sont en prison parce qu'ils mènent la lutte nous permettant de guérir le peuple camerounais des 7 fléaux que je viens d'évoquer. La peur, la misère, la corruption, les voies d'échappement que sont le sexe, la drogue, l'alcool, la violence banalisée, l'obscurantisme et le tribalisme. Si le président élu, Maurice Kamto, a accepté la privation provisoire de sa liberté, c'est pour que notre peuple commence à se guérir dans une lutte avec lui-même et contre son ennemi, le régime de M. Biya, eh bien, commence à se guérir de ces 7 fléaux, afin de redevenir une foule qui sait faire foule. Afin que le prochain qui tirera, sur le peuple camerounais ne s'en tire pas. Afin que le prochain qui tirera sur le peuple camerounais sache que ce peuple est un peuple profondément humain, que ce peuple est déterminé dans le temps de ce 21e siècle à recouvrer la totalité de ses droits les plus élémentaires. Celui qui a suivi notre conférence en ce 30 mars 2019 Oui, parfois, je me demande apportera sa contribution si ma vie recommence. intellectuelle, Voilà, matérielle, l'Afrique qui change. symbolique au soutien des prisonniers de la résistance. Je rappelle que cette résistance est en nous-mêmes. Un soldat tire
Cette résistance est à livrer en nous-mêmes. C'est en combattant la peur, la misère, la corruption, les voies d'échappement, la violence banalisée, l'obscurantisme. C'est en combattant le tribalisme que nous serons à la hauteur du combat que mène à la tête de notre peuple en révolte le président élu, le professeur Maurice Kamto. Et tous ceux qui l'accompagnent et que je salue. Ils sont en mission, comme l'a dit le doyen Albert Zongan, ils sont en mission pour le peuple. Christian Ekoka Penda est en mission pour redonner aux Camerounais le courage d'agir. Maître Michel Ndoki est en prison pour redonner aux Camerounais le sens du droit. Bon courage, bon samedi à tous et merci de votre confiance. Merci de votre confiance. C'était les 7 fléaux du peuple camerounais et probablement par extension des peuples africains. Bon courage à tous et merci de votre amitié et merci de votre écoute. Je rappelle qu'il y a un lien GoFund de soutien à nos prisonniers politiques au Cameroun mis à votre disposition sur cette page. Je vous invite à apporter, où que vous soyez dans le monde, votre contribution. La lutte ne fait que commencer et le changement passera par nous-mêmes. Le changement passe en nous-mêmes. Merci de votre confiance et courage à nos frères embastillés. Merci à Marcelin Autou pour cette belle musique. Au revoir. Au revoir à tous. Je vous remercie.